auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Ici Sylvain, votre animateur en compagnie d'Annie Marchandon. Bonsoir Annie. Bonsoir plutôt. Donc nous avons la chance ce soir d'interviewer Rémi Louglia, qui est professeur agrégé d'histoire, mais également administrateur de l'Association pour l'histoire et la protection de la nature et l'environnement. Rémi, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir Annie. Bonsoir. Alors, pour rien vous cacher, chers auditeurs, voilà, c'est un plaisir de nouveau parler avec Rémi. Hein, Rémi, on a eu l'occasion de se rencontrer. On était tout simplement voisins dans un appartement à Fresnes il y a quelques années maintenant. Et puis, on a gardé contact tout simplement. Donc maintenant, Rémi, tu es à Blois, pardon, depuis plusieurs années. Oui, je suis à Blois et comme tu l'as dit Sylvain, je suis professeur d'histoire hein, dans un lycée de Blois et à côté, j'ai des engagements associatifs hein, variés et notamment, je suis effectivement président de la Société nationale de protection de la nature, qui est la plus ancienne association de protection de la nature de France et même du monde, puisque nous avons été fondés en 1854. Wow. D'accord. Donc effectivement, c'est à cette occasion, parce que suite à des réflexions qu'on avait eues avec Annie lors de nos précédentes émissions, Nos Grands Témoins, notamment sur nos amis les bêtes en milieu urbain, Annie avait fait un constat que je vais lui laisser relayer. Et voilà, on voulait à ce titre, et dans le cadre de tes activités, avoir ton analyse et ton point de vue là-dessus. Donc je laisse Annie reposer la question qui était la sienne lors de la précédente émission. Oui, moi j'ai constaté avec le Covid un gros retour d'animaux, d'oiseaux notamment, les petites mésanges, enfin tout ce qu'on trouve dans nos jardins. Je n'ai pas été trop étonnée parce que moi je les nourris l'hiver, les boules de graisse, des graines, j'ai des nichoirs, enfin je ne fais pas tout le détail. Et moi j'avais posé la question aux auditeurs pour essayer aussi d'avoir un retour de leur part pour savoir s'ils avaient constaté la même chose. Parce qu'avec le Covid, comme il y a eu beaucoup de tranquillité, surtout avec le premier Covid, moi j'ai une anecdote, je vais vous redonner la parole pour quand même, pour que vous me répondiez, mais j'ai une ou deux anecdotes sur des animaux qu'on a trouvés dans les villes, des petites choses, des petits oiseaux, même des canards, qui ne seraient pas venus s'il n'y avait pas eu le confinement. Qu'en pensez-vous ? Ben moi, je dis que c'est des réflexions tout à fait intéressantes. D'abord, ça veut dire que votre jardin doit être particulièrement accueillant pour la nature. Donc, j'imagine, sans pesticides, avec pas forcément des tontes trop rases, avec des lieux où les animaux comme les hérissons sont laissés un peu tranquilles. Et puis, vous venez de le dire, un abri à hérissons. Voilà, un abri hérisson, vous nourrissez les oiseaux, vous leur mettez des nichoirs, donc le jardin est accueillant. Et quand on fait un jardin accueillant, ben, on s'aperçoit que la nature sauvage, elle en bénéficie et elle revient assez facilement et à proximité des humains. Alors bien sûr, on ne parle pas d'espèces ici qui soient hyper rares ou menacées, mais ce n'est pas grave, ce sont des espèces vivantes aussi qui sont tout à fait intéressantes et qui globalement, en France, vont pas bien. Et pas qu'en France d'ailleurs, dans toute l'Europe et dans le monde. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le confinement, et notamment le premier confinement qui a été le plus sévère, a fait en sorte que l'homme a laissé plus d'espace à cette nature sauvage. Et ben, il n'a pas fallu beaucoup plus que cela pour que tous ces animaux, toutes ces petites espèces, elles respirent un peu plus en fait, et qu'elles retrouvent un certain nombre de comportements. On les a laissés en fait un peu tranquilles. Et je dirais c'est assez, moi je trouve ça assez tragique de faire ce constat. C'est-à-dire qu'il faut une pandémie pour qu'on comprenne qu'il faut quand même laisser un peu tranquille tous les autres êtres vivants qui peuplent le monde à nos côtés. Et Oui. voilà, donc moi je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. Alors pour répondre quand même à votre question, on s'aperçoit qu'effectivement en ville, on peut avoir une biodiversité tout à fait intéressante et qui se porte pas si mal que ça. Pourquoi ? Parce que on a des espèces qu'on va appeler d'ordre généraliste. Le hérisson, il s'adapte à beaucoup de terrains. Les mésanges, elles s'adaptent, ou les moineaux, à beaucoup de terrains. Donc ces espèces-là, en ville, quand les jardins sont un peu écologiques, on va dire, au moins bio, elles vivent très bien. Par contre, dans le reste du territoire, toutes ces espèces-là vont pas si bien que ça. Et on s'aperçoit que, par exemple, les moineaux, dans certains secteurs en France, le nombre de moineaux est en chute libre. Les alouettes vont disparaître de régions entières. En cause, c'est toujours les mêmes choses. C'est notamment l'usage des pesticides qui, quand il est massif et excessif, finit par tout détruire.
Et le béton, on bétonne. On retire, l'artificialisation, effectivement. on Le retire béton les partout. taillis, oui, on retire les taillis, on coupe les arbres parce qu'on va peut-être mettre un parking. Alors, il y a quand même une différence entre les grandes villes comme Toulouse, ou la différence avec Vissou, qui a 3 parcs, un étang. Et moi, je sais il y a des canards dans l'étang à Vissou. Il est venu se percher sur mon saule. Il est arrivé là comme ça, il s'est perché sur mon saule. À Biarritz, où j'étais en plein milieu du premier confinement, Madame Cannes et ses 4 petits canetons ont fait du shopping dans les rues de Biarritz. Et ça, c'est étonnant. Mais les gens, je pense, alors bon, moi, je suis quand même un peu désespérée. Je vais vous donner en 3 mots mon point de vue. Je suis quand même un petit peu désespérée qu'il faille attendre d'être dans le mur pour réagir. Je crois que c'est ça qui est dramatique. Alors, moi, je vais vous parler, ça va vous parler aussi, Haroun Taziev, Bombard. Ils avaient dit ce qui allait arriver, l'effondrement du glacier. Bombard, il l'avait dit. Non, pas Bombard, pardonnez-moi. Haroun Taziev, il l'avait prévu. Il est resté combien de temps au gouvernement dans ce qu'on appelle l'environnement? Alors là, je ne parle pas du tout politique, hein, je suis vraiment très concrète dans la nature. Il a dit qu'il serait, comme Hulot, qu'il serait plus utile à l'extérieur et qu'il retournait à ses expériences. Mais comment ça se fait que l'humain, alors là on va rentrer dans de la grande philosophie, mais comment ça se fait que l'humain est devenu, qu'est-ce que je vais trouver comme nom, est devenu aussi bête, aussi idiot, aussi irréaliste et ne pas voir jusqu'au bout, un peu plus loin que le bout de son nez. Oui, bah, effectivement, je partage un peu ce constat-là avec une note d'espoir. Mais effectivement, d'abord sur le constat, c'est qu'en fait, je crois que les humains se sont pensés supérieurs à tout le reste du monde. Et donc, ils ont cru pouvoir tout diriger, tout piloter, choisir les espèces qui méritaient de vivre, choisir celles qui ne méritaient pas de vivre selon eux, parce qu'ils n'y voyaient pas d'utilité directe. Bon, donc on est effectivement dans un système qui fait qu'on a tendance à détruire l'environnement et la richesse commune, hein, ce qui est mesuré par le produit intérieur brut, le fameux PIB, en fait, ça mesure une destruction de l'environnement. Et quand on détruit l'environnement, d'un point de vue économique, on va créer de la richesse. Quand on préserve l'environnement, d'un point de vue économique, ce n'est pas mesuré comme une création de richesse. Vous voyez, c'est ça l'aberration en fait de notre système. Alors, la note d'espoir, c'est que certes, on est dans ce système-là, mais il y a quand même beaucoup d'entre nous et beaucoup de nos concitoyens qui ont bien compris les choses. Et vous avez donné l'exemple concret. Vous, dans votre jardin, vous accueillez une nature relativement riche. Et il y a beaucoup, enfin, Vissou, vous disiez 3 parcs, un étang, mais il y a surtout une multitude de maisons avec des jardins, et donc j'imagine la plupart sont quand même accueillants pour la nature. Et Oui, rien que ça permet quand même à beaucoup d'espèces de vivre de façon tout à fait positive. Et donc, chacun peut agir chez lui, dans son jardin, dans ses terrains, pour améliorer cela. Ce qui manque, c'est quand même les grands équilibres nationaux, le système lui-même. Et là, on a un peu plus de mal, vous l'avez rappelé en parlant des ministères, on a un peu plus de mal à faire changer les choses. Il y a quand même beaucoup d'intérêts économiques en jeu, et certains sont quand même très arc-boudés sur leurs intérêts privés, un peu quand même au détriment, il faut le dire, hein, de l'intérêt général. Oui, tout à fait. Mais comment dirais-je, là, on a la chance à Vissou, je l'ai dit dans une précédente émission, d'avoir 3 beaux parcs avec de la nature. On a des maisons, on a des îlots de maisons, c'est que des maisons avec des jardins. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, et c'est là où des fois je me mets en colère toute seule dans ma petite maison, c'est que les gens ne veulent un gazon tout net. Alors on met des produits, il faut que tout soit nickel, on veut rentrer la voiture, mais pas qu'elle soit dans la gadoue, donc on va bétonner son devant le jardin. Il y a encore beaucoup de gens, même sur Vissou, depuis quelques temps, qui bétonnent leur entrée de maison parce que s'il y a de la gadoue, les pneus vont être sales. Ça demande moins d'entretien aussi. Ça demande moins d'entretien. C'est sûr. Et plutôt ça, que de tailler la haie tous les ans, tondre la pelouse également, mettre des parteurs de fleurs.
effectivement, c'est une tendance qu'on voit de plus. Moi, j'avais une question par rapport, tu parlais tout à l'heure, Rémi, d'espèces qui disparaissent et d'autres qui, au contraire, arrivent à peu près à, on va dire, à survivre. Est-ce que c'est lié ou pas au fait que certaines espèces soient sédentaires et d'autres soient plutôt migratoires? Est-ce que les espèces migratoires, en l'occurrence, ont plus de difficultés à survivre? Oui, non. En fait, actuellement, on est dans un monde que l'humain a fait bouger énormément, est en train de bouleverser complètement par les changements environnementaux, dont le plus connu est le changement climatique. Mais ce n'est pas le seul. Donc, les choses bougent énormément. Et il y a énormément d'espèces qui sont en difficulté à cause de cela. Je prends un exemple, les mésanges, elles avaient naturellement coévolué avec les chenilles pour que la période de nidification, le moment où les jeunes naissent, et les jeunes mésanges, elles sont très affamées, elles peuvent être assez nombreuses et très affamées, il suffit d'observer le manège incessant des parents qui apportent à manger aux jeunes, hein, voilà. Et ben la nature étant bien faite, ça coïncidait au moment où il y avait le plus de chenilles dans les buissons, dans les jardins. Et donc les parents, avec l'embarras du choix, piochaient les chenilles pour nourrir les jeunes. Avec le réchauffement climatique, ben, les chenilles vont apparaître 15 jours, 3 mois, 15 jours, 3 semaines plus tôt. Oui. Et les jeunes mésanges, elles, vont éclore au même moment. Et donc, elles vont arriver à un moment où les chenilles sont beaucoup plus difficiles à trouver, moins nombreuses, déjà transformées en insectes volants, etc. Et donc là, on a des décalages qui viennent fragiliser comme cela les espèces. Sur les migrateurs, on observe aussi pas mal de changements. Mais ce qui va surtout impacter les migrateurs, c'est qu'à travers ce long parcours, ils ne vont que rencontrer de plus en plus d'embûches. Oui. D'abord, en métropole, selon les espèces, ben, elles peuvent être soumises à un certain nombre d'activités de chasse. Donc, ça va compliquer les choses, qui existent depuis longtemps. Hein, voilà. Oui. Elles vont ensuite traverser la Méditerranée. Elles vont arriver en Afrique où elles vont à leur tour être chassées. Elles vont rencontrer des phénomènes de chasse-rêche, par exemple sur le Sahara, par exemple au niveau du Sahel, avec une baisse de la ressource alimentaire en hiver. Et donc, elles vont être en difficulté aussi sur leur lieu d'hivernage. Et quand elles reviennent ensuite en métropole, elles traversent la Méditerranée. Donc Rémi, tu nous parlais des oiseaux migrateurs et de leur difficulté effectivement à rejoindre le continent africain de façon générale avec toutes les conséquences. Donc je te laisse continuer ton explication. Oui, les oiseaux migrateurs, en fait, rencontrent les mêmes difficultés dans leur lieu de vie que les oiseaux sédentaires, au niveau des ressources alimentaires, au niveau des pesticides, au niveau de l'artificialisation des sols. Mais en plus, eux, ils rajoutent les difficultés d'un voyage qui souvent est très long. Et effectivement, tout au long de ce voyage, ils doivent traverser la Méditerranée, ils doivent traverser le Sahara. Le fait que les sécheresses soient de plus en plus importantes au Maghreb ou au Sahel, ben, ça leur complique la vie sur leur lieu d'hivernage. Et puis, leurs trajets, leurs déplacements sont compliqués aussi, notamment par l'installation de champs d'éoliennes un peu partout. Et cela, ben, en fait, on n'arrête pas de rajouter des obstacles à ces espèces. Donc, effectivement, les oiseaux migrateurs sont des espèces aussi qui sont en difficulté, encore plus peut-être que les autres. Mais d'une certaine façon, c'est l'ensemble du vivant qui ne va pas bien. Hein. Que ce soit les oiseaux, que ce soit les insectes, que ce soit les amphibiens. Voilà. En fait, c'est l'ensemble du vivant qui actuellement ne va pas bien. Mais on est en train de tout détruire, la planète. On détruit avec des pesticides, on détruit avec des antennes télé, on détruit, regardez les cigognes en Alsace pour se mettre avec les antennes, etc., pour faire leur nid, les fils électriques. Alors maintenant, ils ont compris, je crois qu'ils veulent mettre tout souterrain, mais c'est trop tard. Enfin, je veux dire, ça va être très difficile à récupérer, surtout que, comme je vous disais juste avant, les enfants, là, sont pris avec leurs jeux électroniques, tout ce qui est comment dirais-je, interstellaire, ils sont plus motivés. Moi, j'ai la chance d'avoir un petit-fils qui vient souvent dans mon jardin, qui regarde, mais j'ai l'impression de le barber. Alors justement, essayons d'avoir une note positive, hein, comme tu le disais tout à l'heure, Rémi. Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos auditeurs concrètement sur Vissou, dans notre environnement en particulier? Donc, tu l'as bien compris, un environnement périurbain, voire urbain à certains endroits. On a la chance d'avoir des espaces verts. On a la chance aussi d'avoir des gens alors pas tous, mais la majorité en tout cas, qui ont des petits bouts de jardin. Donc, qu'est-ce qu'on peut à notre humble échelle faire, à ton avis, Rémi? Ben, moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. D'abord, on peut remarquer, et c'est une note positive, hein, que le déconfinement, alors on a parlé tout à l'heure du confinement, mais le déconfinement a montré que beaucoup de personnes avaient envie de retourner dans la nature.
Parce qu'on a été enfermés chez nous, et particulièrement dans les villes et en région parisienne, des gens enfermés entre quatre murs. Ceux qui pouvaient avoir un jardin ont pu en profiter, mais sinon, ça a été quand même difficile pour beaucoup de nos concitoyens. Et dès qu'ils ont pu sortir de chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont allés en forêt de Rambouillet, en forêt de Fontainebleau. Ils sont allés en vacances partout en France, et notamment dans des réserves naturelles ou des parcs nationaux, parce qu'ils sont à la recherche d'une vraie nature. Et donc, voilà, clairement, il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont sur ce chemin-là. Donc ça, je trouve ça très positif. Et après, individuellement, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Dans son jardin, ben, Annie l'expliquait tout à l'heure, on ne tombe pas forcément tout son jardin de façon extrêmement fréquente et très courte. On laisse un espace, l'espace qu'on utilise le moins, au fond du jardin, où on laisse pousser un peu les herbes, on les laisse faire des fleurs, faire des graines. Il y a des haies qu'on ne va pas tailler au moment de la nidification des oiseaux. Il faut essayer de les tailler de façon raisonnée. On essaye de planter des espèces qui ne soient pas toutes les mêmes. Bon, les haies de thuya, par exemple, c'est intéressant, mais quand il n'y a que des thuyas, ça représente quand même une certaine monotonie pour la biodiversité. Et donc là, il faut imaginer des haies un peu variées. Nos jardins, et notamment en région parisienne, sont souvent enclos par des grillages. Ben, ça peut être intéressant, en bas du grillage, de laisser un petit passage, mais quand je dis un petit passage, c'est 10 cm, 20 cm, hein, à peine, de haut du grillage, qui permet aux hérissons, par exemple, de circuler, qui permet à un certain nombre d'espèces de passer d'un jardin à l'autre. Et ils ont besoin de cela pour vivre. On laisse l'hiver un tas de feuilles au fond de son jardin. Ça fait une cabane pour les hérissons, pour plein d'insectes. Voilà, donc il suffit de moins contrôler, accepter, de moins contrôler, piloter son jardin pour laisser cette nature-là, même si c'est une nature un peu domestique, mais s'exprimer tout simplement. Parce que dans un jardin, toutes ces espèces, ce sont des êtres vivants. Le gazon, ce sont des êtres vivants. Les arbustes, ce sont aussi des êtres vivants, les hérissons, etc. Et donc, les laisser un petit peu s'exprimer. Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser faire de son jardin une friche complète. Hein. Ce n'est pas du tout ça mon discours. Non, mais accepter dans son jardin de laisser quelques espaces où cette nature est un peu plus libre. Voilà. Et je trouve que rien que ça permet d'améliorer énormément les choses. Eh bien, venez visiter mon jardin, parce que c'est le fouillis. C'est pas un jardin à la française. Je mélange les fruits, je mélange les légumes avec les plantes, la lavande à côté. Là, j'ai mis des courgettes, c'est super. Bon, je vais pas vous parler de mon jardin, mais alors moi, ma note pessimiste, alors c'est vrai que je suis dégoûtée, parce que les gens veulent un jardin propre. S'il y a un pissenlit, il faut le retirer alors qu'il peut être butiné. Or, surtout pas de trèfle. Moi, j'ai plein de trèfles dans mon jardin, mais quand j'ai une voisine qui vient avec sa petite fille, elle ne va pas dans le jardin, dans le gazon. Interdit. Il y a des abeilles. Elle va se piquer, la petite chérie. Alors, les gens, excusez-moi, je suis comme ça, moi. Les gens sont, en théorie, c'est ça qui me désespère un peu, les gens, en théorie, sont tout à fait d'accord, mais pas chez eux. Il faut que ça soit net, il faut que ça soit clean. Moi, j'ai 3 radis à côté de ma lavande, j'ai 3 radis à côté de ma bourrache, juste pour vous donner une idée. Et c'est là, moi, c'est pas pessimiste, hein, parce que je suis une nature très optimiste, mais je suis quand même désespérée pour mes petits-enfants et pour la planète à venir pour plus tard. On bétonne, on bétonne. Voilà. Oui, c'est vrai, mais bon, après, effectivement, il faut garder, à mon avis, l'espoir, parce qu'il y a encore un certain nombre de personnes qui font bien. Et voilà, je crois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui donnent à manger l'hiver aux oiseaux. Il y en a beaucoup qui installent des nichoirs. Donc, bien sûr, il y en a qui ont envie d'avoir une nature hyper contrôlée. Et à la place du gazon, s'ils pouvaient avoir un gazon synthétique, ça serait mieux pour eux. Bon, mais c'est comme ça. Voilà, on sait que des personnes sont ainsi. Moi, c'est pas ma philosophie et je préfère avoir effectivement par certains endroits dans mon jardin un peu d'herbe folle et je trouve ça agréable avec des insectes. Alors certes, les insectes, ça peut être dérangeant. On se met l'été, le soir sur la terrasse, on a quelques insectes qui viennent autour de nous, mais il faut se rappeler que 80% des insectes volants ont disparu d'Europe en 30 ans. 80% ont disparu en 30 ans. Et donc, si dans son jardin, on a quelques insectes volants, et pourquoi pas quelques lucioles, ben, je dis que c'est aussi un geste pour la nature qui n'est pas si anodin que cela. On peut aussi, dans son jardin, créer une petite mare. Voilà. Et si on a envie, on peut même mettre à côté un nain de jardin. C'est très bien, ça va bien. Et c'est pas grave, parce qu'une petite mare qui peut être connectée, par exemple, sur les eaux pluviales, pour éviter d'utiliser l'eau du robinet, et ben, ça permet de créer encore un peu de diversité dans la nature et on aura des espèces qui viendront toutes seules
dans votre petite mare, et tout ça, ça va agrémenter le tissu du vivant. Donc voilà, chacun à son niveau peut faire quelque chose. Bien sûr, on n'est pas sur un registre d'obligation. Donc si certains veulent avoir des jardins vides de vie, ils ont le droit de le faire. Ma recommandation, c'est quand même d'éviter absolument les pesticides dans son propre jardin. D'abord, que ouais. ça permet d'accueillir la nature, et puis il ne faut pas oublier que les pesticides, c'est nocif aussi pour les humains. Donc évitons d'avoir des jardins qui sont des déserts. Rémi, je voulais rebondir là-dessus pour finir cette émission en te remerciant beaucoup. Faire un petit focus sur les abeilles, puisque, alors tu le sais peut-être pas, mais à Vissou, nous avons une association de sensibilisation justement à tout ce qui concerne les abeilles et l'apiculture en particulier. On a la chance d'avoir dans notre parc de Montjean plusieurs ruches. Et on essaye à chaque fois, au travers de cette association, de sensibiliser tous nos habitants et les gens habitant autour de ce rucher pour justement les sensibiliser sur l'environnement qu'on pourrait mettre à disposition de nos abeilles pour qu'elles, tout simplement, qu'elles puissent produire leur miel et qu'elles aient un environnement adéquat. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je dis que c'est très bien parce que par l'abeille, alors l'abeille, d'une certaine façon, est une sorte d'animal domestique dans les ruches, etc. Parce que, voilà, avec les hommes, mais c'est pas un problème, bien au contraire. L'abeille est très intéressant parce que c'est un formidable médiateur pour expliquer c'est quoi le vivant et les interactions. Pour les abeilles, ce qui est important, c'est d'avoir des plantes à nectar et des plantes à fleurs. Comment fait-on pour avoir des plantes à fleurs? Eh bien, il faut les laisser pousser et se reproduire. Il ne faut pas oublier que la fleur, c'est la reproduction des plantes. Donc, Voilà. un des modes, il y en a plusieurs, mais voilà, il suffit de laisser des bouts de jardin ou des bouts on parlait de parc urbain, mais il y a des espèces où il faut laisser les plantes pousser, faire des fleurs et faire leurs graines. Et tout ça va contribuer à enrichir l'ensemble de la biodiversité, des abeilles, les oiseaux, les insectes variés. Tout cela va bénéficier de cet ensemble-là, y compris la diversité de plantes. Donc, encore une fois, je crois que le plus important, on revient à la philosophie finalement, mais c'est que chacun accepte de laisser le vivant qui ne soit pas humain s'exprimer un petit peu chez lui. Voilà, un petit peu. Hein. Il ne s'agit pas, encore une fois, de que tous les jardins deviennent des friches, bien au contraire, mais chacun laisse un petit peu de son espace au reste de la nature, et les choses s'emporteront mieux pour tout le monde. Et puis, vous savez, le plaisir de voir des lucioles dans un jardin, un soir d'été, c'est quelque chose qui s'est énormément perdu, mais là aussi, c'est des moments qui sont extrêmement agréables. D'accord. Moi, j'ai 2 lucioles et j'ai plein de lavande. J'ai des arbres à papillons, j'ai 2 arbres à papillons. J'ai un pot de lavande que j'ai mis à côté de mes courgettes. Je fais le mélange fleurs et légumes. Et alors, mon jardin, c'est pas un potager, et c'est pas une friche pour autant, mais c'est hyper varié. Et tout le monde, toutes mes copines me disent, mais comment tu fais? Mais j'ai dit, faites-le. Ah oui, mais il y a de l'entretien. Oui, mais les abeilles, si mes petits-enfants viennent, ils vont se faire piquer. Il faut plus qu'ils m'arrêtent. Vous savez, il y a plein de contradictions. Le monde est tellement devenu. Excusez-moi, mais à chaque fois, je parle de pessimiste. Mais c'est vrai, il faudrait secouer le monde. Vous savez, moi, je vais terminer là-dessus. Ouais. Je n'ai qu'une envie. Enfin, je souhaiterais avoir 20 ans de moins et avoir attrapé toutes ces connaissances que j'ai depuis un bon moment. Et voilà, j'aurais envie de militer, j'aurais envie de faire plein de choses, mais je suis ravie en tous les cas de vous avoir rencontré sur cet petit écran. J'espère qu'on aura l'occasion encore un jour D'échanger, bien sûr. pouvoir échanger sur d'autres. Mais moi, j'ai plein d'abeilles, j'ai plein de bourdons, c'est magnifique. Bon. Merci beaucoup, monsieur. C'était très agréable de vous écouter. Merci, Annie. Puis vous savez, on aimerait tous avoir 20 ans de moins. Hein. Je vous le confirme, il n'y a aucun problème. Bon, et puis il faut noter quand même que la jeunesse se mobilise. Hein. Vous voyez, la jeunesse mobilisée pour l'environnement actuellement, il y en a quand même beaucoup qui sont sensibles. Donc voilà, il ne faut pas perdre espoir. Et puis encore une fois, chacun a en main quelques clés. Et encore une fois, le plus important me paraît être de porter un regard un peu différent au monde qui nous entoure et simplement considérer qu'autour de nous, on a aussi d'autres êtres vivants qui peuvent exister. Moi, ça me paraît voilà, un bon mot de la fin. Et dont on a besoin, parce que sans abeilles, plus de fruits, plus de légumes. Très bien. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Écoute, merci encore, Rémi, pour ton intervention, pour ta disponibilité. Je rappelle donc que tu es président. Je vais te laisser présenter cette association rapidement. D'ailleurs, c'est l'occasion.
Oui, on l'association est pour la président de protection. la Société nationale de protection de la nature. On a notre siège qui est basé à Paris. On a des activités sur l'ensemble du territoire français et aussi à l'international. Pour les D'accord. auditeurs, on gère deux réserves nationales qui sont parmi les plus prestigieuses de France. La réserve de Camargue, dans les Bouches-du-Rhône, 13 000 hectares au cœur du delta Oui. du Rhône, Oui. qu'on a créé en fait en Du Rhône. 1927 et qu'on gère depuis cette date-là. Donc presque 100 ans de gestion d'un espace naturel comme cela. Et on gère une autre grande réserve qui s'appelle la réserve du lac de Grandlieu, qui est en périphérie de Nantes, en Loire-Atlantique. Et là, c'est deux joyaux de nature, effectivement, mais que les Franciliens peuvent venir visiter, puisqu'il y a des lieux d'accueil dans ces deux réserves. On n'accède pas au cœur de la nature pour la laisser tranquille et la préserver, mais on peut, à travers une muséographie puis des observatoires, accéder effectivement à une part de cette richesse du patrimoine naturel. Très bien, merci beaucoup Rémi. Merci beaucoup. Voilà, et chers auditeurs, j'espère que cette émission vous a plu, vous a donné des idées, vous a un peu sensibilisé aussi sur tout ce débat autour de l'environnement et de nos petites bêtes dans nos jardins. Et puis au plaisir peut-être d'organiser une nouvelle émission si ça vous intéresse. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, radiovissou.fr. Également, bien entendu, cette émission sera disponible en podcast et donc vous pourrez la réécouter à souhait. Nous mettrons également la vidéo à disposition sur notre site YouTube. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas également à envoyer des mails sur sylvain@radiovissou.fr si vous voulez réagir à cette émission et si vous avez des idées d'une nouvelle émission. Merci encore Rémi pour ta disponibilité. Chers auditeurs, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci, monsieur. Merci, à bientôt. Bon.